À la fin des années 1980, au Japon, pays du soleil levant imprégné de mystères et de traditions séculaires, un événement se produisit, laissant une blessure indélébile dans le cœur des gens. Il révéla les aspects les plus sombres de la nature humaine, devenant un symbole d'une cruauté sans limite, d'inhumanité et d'une horreur glaçante. Il s'agit de la tragique histoire de Junko Furuta, une jeune fille dont la vie prit fin dans une série cauchemardesque de souffrances insupportables, laissant derrière elle un sillage d'effroi indicible et de deuil incommensurable. Imaginez le Japon de la fin des années 80. Un miracle économique, un développement rapide, les lumières vives des mégapoles et, en même temps, une société conservatrice avec des règles strictes, la répression des émotions et des préjugés enracinés. Des villes comme Tokyo scintillaient de néons, attirant les lumières des restaurants et des salles de jeu, et les jeunes aspiraient à la liberté, à la rébellion, à de nouvelles sensations. Mais à l'ombre de ces feux éblouissants se cachaient d'autres réalités, bien plus sombres. Les réalités de la cruauté, de la violence et du désespoir, où la vie humaine ne valait absolument rien. Junko Furuta, une jeune fille de 17 ans, était l'incarnation de la jeunesse, de l'énergie et de l'espoir. Elle étudiait au lycée, rêvait d'avenir, comme des milliers de ses pairs. Dans ses yeux brillait la joie de vivre, dans son sourire, une ouverture au monde. Junko était belle, sociable, pleine de vie et de projets. Elle rêvait d'amour, d'amitié et d'une famille heureuse, ignorant quel cauchemar l'attendait. Elle chérissait ses amis et souhaitait trouver sa place dans ce vaste monde. La vie lui promettait des perspectives radieuses, mais le destin, hélas, en décida autrement. Ce soir fatal, alors que Junko rentrait chez elle, son existence bascula à jamais. Le 25 novembre 1988, une rue animée de Tokyo. C'est là, parmi les passants pressés, qu'elle fut enlevée par un groupe de 4 adolescents. Ces écoliers, en apparence ordinaires, se révélèrent être l'incarnation du mal. Leur nom, Hiroshi Miyano, 18 ans, le meneur qui travaillait dans un garage. Joji Ogawa, 17 ans, habitant le quartier. Shinji Minagawa, 17 ans, et Yasushi Watanabe, 16 ans. Personne ne pouvait imaginer le terrible sort qui attendait Junko. Ses ravisseurs l'emmenèrent chez les Miyano, là où débuta son enfer de 44 jours. La demeure, qui aurait dû être un havre de paix et de confort, se transforma en une véritable prison, un lieu de torture et d'humiliation inimaginable. Cette maison, comme on le découvrit plus tard, appartenait à la famille Miyano, mais ses occupants, vraisemblablement, ignorèrent les horreurs qui se déroulaient entre ces murs. Tout commença par l'enlèvement et l'incarcération de Junko. Elle fut ligotée, les mains et les pieds liés, privée de toute liberté de mouvement. Puis, comme libérée d'une chaîne, les coups, les humiliations et les agressions sexuelles s'enchaînèrent. Chaque jour se transforma en un cauchemar infernal. Junko subit d'indicibles tortures. On la martyrisa, la brûla avec des cigarettes, la viola, l'affama, sans jamais la laisser fermer l'œil une seule minute. Ces adolescents sauvages avaient transformé sa vie en un véritable enfer, s'enfonçant chaque jour davantage dans l'abîme de la cruauté et de l'inhumanité. Imaginez, une jeune fille, prisonnière entre 4 murs, où sa vie ne dépendait que du bon vouloir de ses bourreaux, totalement privée d'espoir de salut. Ses cris désespérés à l'aide se perdaient dans le silence. Ses supplications pour qu'on l'épargne restaient sans réponse. Les criminels, encouragés les uns par les autres, éprouvaient une jouissance perverse à contempler ses souffrances. Junko, épuisée à l'extrême, torturée physiquement et moralement, s'accrochait désespérément à la vie. Elle essayait de se battre, de résister, mais ses forces l'abandonnaient à chaque nouveau lever de soleil. Les voisins, sans aucun doute, entendaient d'étranges bruits venant de derrière les murs, mais soit ils n'y prêtaient pas attention, soit, et c'était le plus probable, ils craignaient d'intervenir. La peur, l'indifférence, l'aveuglement, tout cela s'entremêlait en un monstrueux écheveau, devenant une part de cette effroyable tragédie. La société semblait ignorer complètement les souffrances d'une femme solitaire, enfermée dans une maison, à seulement quelques mètres d'eux.
Après plusieurs semaines de tourments inhumains, Junko prit une décision désespérée. Tenter de s'échapper. Elle parvint à s'échapper de sa prison, mais sa liberté fut de courte durée. Les criminels la rattrapèrent rapidement, la saisirent et la ramenèrent en arrière pour lui infliger des tortures encore plus cruelles. Ils semblaient rivaliser d'ingéniosité pour inventer de nouvelles façons de faire souffrir. Tout ce qui tombait sous la main était utilisé. Des outils, des restes de nourriture, n'importe quel objet pouvant servir d'instrument de tourment. Les tortures continuaient, leur cruauté et leur raffinement ne faisaient qu'augmenter. Junko fut forcée de manger des excréments, de boire de l'urine. Elle fut battue jusqu'à la mort, alors qu'elle était incapable d'exécuter les ordres les plus insignifiants de ses bourreaux. Son corps était couvert de bleu, de profondes blessures et de brûlures brûlantes. Elle était au bord du néant, mais s'accrochait à la vie comme un noyé à une paille. En elle, comme une étincelle mourante, brillait un faible espoir. L'espoir du salut, du triomphe de la justice, que ce cauchemar déchirant son âme finirait un jour. En l'un des jours les plus horribles, épuisée, battue à moitié morte, Junko fut forcée de commettre l'impensable, manger un cafard vivant. C'était une humiliation de plus, une nouvelle tentative raffinée pour briser sa volonté, pour la réduire à néant. Physiquement, elle était brisée, épuisée, mais quelque part au fond d'elle, elle continuait à se battre. Pendant les 44 jours de ce calvaire, Junko, entre autres, subit d'insupportables violences sexuelles. 4 bourreaux, se relayant, l'ont violée, recourant souvent aux formes les plus perverses. Ce n'était pas seulement une violence, c'était une destruction délibérée de la dignité humaine, un mépris total pour sa vie et ses sentiments. À un moment donné, ces adolescents enragés décidèrent que Junko en savait trop. Le 13 mars 1989, après une nouvelle crise de rage, ils prirent la décision fatale, se débarrasser de leur victime. Ils la battirent sans ménagement jusqu'à la mort, puis incendièrent pour son corps malheureux. Alors qu'elle donnait encore des signes de vie, ils la fourrèrent dans un baril de métal grossier. Après cela, les monstres l'ont ensevelie dans du béton à prise rapide, comme pour sceller à jamais le témoignage de leur cruelle sauvagerie, puis l'ont enterrée dans la terre humide. Il était insoutenable d'imaginer cette scène. Comment peut-on sombrer dans une telle bestialité inhumaine? Qu'est-ce qui pousse les gens à commettre de tels actes? Les réponses à ces questions cauchemardesques doivent se cacher dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine, dans la perversité, dans l'absence totale de principes moraux. Le corps de Junko n'a été découvert que quelque temps plus tard, lorsque la police a finalement commencé une enquête suite à une déclaration de disparition. On l'a retrouvée par pur hasard. Un des criminels, pris de peur et de remords, avait révélé à son ami ce qu'il avait fait, et ce dernier, incapable de garder ce terrible secret, a dénoncé les faits à la police. Les enquêteurs, choqués par l'incroyable cruauté de ce crime, ont commencé leur enquête. Un pénible et épineux cheminement a commencé, fait de collecte de preuves, d'interrogatoires épuisants et d'identification des coupables. La police se heurta à un mur d'opacité. La protection des criminels, une peur paralysante dans les yeux des témoins, une réticence à révéler la vérité. Pourtant, malgré ces obstacles, les enquêteurs, tels des chasseurs expérimentés, ouvraient pas à pas la voie à la découverte de la vérité. Au cours de l'enquête, des dizaines de témoins furent interrogés, dont les témoignages, tels les éclats d'un miroir brisé, se rassemblaient pour former un tableau global de l'événement. Les preuves furent minutieusement rassemblées, chacune d'elles pouvant devenir le fil conducteur décisif de cette affaire complexe. Les documents de l'affaire furent étudiés, dont les pages recelaient de sombres secrets. Il fut établi que les criminels n'avaient non pas seulement ôté la vie d'une personne, mais l'avaient également soumise à d'atroces sévices pendant une longue période. Ceci fut attesté par de nombreux enregistrements, photographies et autres preuves matérielles retrouvées dans la maison où Junko était retenue. Ces témoins silencieux racontaient une cruauté inhumaine. Le procès des criminels devint l'un des plus retentissants et médiatisés de toute l'histoire du Japon. La société fut choquée par la cruauté glaciale du crime, essayant de comprendre comment cela avait pu arriver, où se situait la limite au-delà de laquelle l'homme se transforme en monstre. Dans la salle d'audience, une tragédie se jouait.
Des détails choquants révélaient toute l'étendue de la souffrance, tout l'abîme de la perfidie et de la cruauté humaine. Mais le coup le plus dur fut la prise de conscience que les criminels étaient des adolescents. Leur âge, allant de 16 à 18 ans, était devenu la pomme de discorde, la cause de débats acharnés sur la mesure de la responsabilité des jeunes délinquants. La législation japonaise prévoyait une réduction de peine pour ceux qui n'avaient pas atteint la majorité, ce qui provoqua une vague d'indignation dans la société. Dans la salle d'audience, les accusés tentèrent de se rejeter la faute les uns aux autres, niant désespérément leur implication dans le crime affreux. Mais les preuves étaient implacables. Les témoignages contre eux étaient nombreux. En fin de compte, le tribunal les reconnut coupables, les condamnant à diverses peines de prison. Hiroshi Miyano, le principal instigateur, fut condamné à la peine maximale possible pour un mineur, 20 ans. Les autres accusés furent punis de peines plus courtes. Joji Ogawa fut condamné à 15 ans de prison, Shinji Minegawa à 9 ans et Yasushi Watanabe à 5 ans. En prononçant le verdict, le tribunal tenait compte non seulement de la gravité de l'acte criminel commis, mais aussi de l'âge des accusés, leur refusant ainsi tout droit à la clémence. La société se divisa. Certains estimaient que les sentences étaient trop clémentes, tandis que d'autres, au contraire, les jugeaient justes, proportionnées aux actes commis. Une chose était évidente. Ce qui s'était passé révélait toute l'étendue de la cruauté adolescente et de l'impunité flagrante. Les conséquences à long terme de cette tragédie furent colossales. Elle choqua la société japonaise au plus profond de son être, provoquant une tempête d'indignation et devint le sujet de discussion dans les médias, au sein du Parlement et dans les rues des villes. L'affaire Junko Furuta se transforma en symbole d'une cruauté inhumaine, d'une violence sauvage et d'une permissivité totale. Elle souleva de nombreuses questions sur la qualité de l'éducation de la jeune génération, sur le rôle de la famille et de la société dans la formation de la personnalité. L'histoire de Junko Furuta servit de puissant catalyseur pour la révision de la législation régissant la responsabilité des jeunes délinquants. Des amendements furent apportés au code pénal, prévoyant un durcissement des peines pour les crimes particulièrement graves commis par des adolescents. Cependant, malgré toutes les mesures prises, le problème de la cruauté adolescente continuait de rester aigu et d'actualité. L'affaire Junko Furuta a forcé le public à réfléchir au rôle des médias dans la couverture de telles tragédies. De nombreux critiques ont accusé les médias de rechercher excessivement le sensationnel et de s'attarder sur des détails glaçants, ce qui, comme on le supposait, pouvait provoquer un regain d'intérêt pour la violence. L'histoire de Junko Furuta n'est pas seulement une chronique d'un crime horrible. C'est une tragédie qui a révélé les côtés les plus sombres de la nature humaine. C'est une histoire de cruauté glaçante, de violence sans limite, d'une peur omniprésente et d'un désespoir accablant. C'est l'histoire de la façon dont des créatures, apparemment jeunes, se sont transformées en véritables monstres, et comment la société s'est retrouvée impuissante face au mal déchaîné. Le souvenir de Junko Furuta vit dans le cœur de beaucoup. Elle est devenue un symbole de la lutte courageuse contre la violence, un symbole d'espoir fragile et un dur rappel que la cruauté ne doit jamais rester impunie. Mais l'affaire Junko Furuta a également laissé derrière elle de nombreuses questions douloureuses. Pourquoi ces jeunes gens ont-ils commis un tel crime? Qu'est-ce qui les a poussés à faire preuve d'une telle cruauté inhumaine? Quel rôle joue la société dans la formation de ces individus devenus criminels? Ces questions restent ouvertes à ce jour, tourmentant l'esprit et nous obligeant à nous interroger sans cesse sur la nature du mal. Plusieurs versions ont tenté d'expliquer les motivations qui ont poussé ces jeunes gens à commettre l'horrible crime. La première version mettait en avant la soif de pouvoir et de contrôle sans limite, qui, tel un monstre insatiable, rongeait leurs âmes. N'ayant pas trouvé de moyen de s'affirmer dans un monde cruel, ils ont trouvé leur propre façon perverse de réaliser leurs ambitions par la violence. Junko leur paraissait une poupée sans défense, sur laquelle ils pouvaient régner sans partage, éprouvant de ce fait un sentiment nauséabond de toute puissance. La seconde version supposait l'influence néfaste de la pornographie violente et des jeux vidéo répugnants. Confrontés constamment à des images de violence, ils s'y étaient progressivement habitués, comme des cœurs endurcis, perdant ainsi la capacité de ressentir de l'empathie et d'éprouver de la douleur pour les autres. La troisième version concernait la pression sociale et la dynamique de groupes destructrices. Réunis en groupe,
Ils agissaient, comme des bêtes sauvages en meute, selon le principe du « tout est permis ». Ils s'encourageaient mutuellement, alimentant la folle cruauté de leurs actes, multipliant les souffrances. Puis, la quatrième version, une ombre sinistre de troubles mentaux, voilant leur esprit et déformant la réalité. Certains experts suggèrent que les criminels souffraient peut-être de profonds problèmes psychologiques, les ayant poussés à commettre cet acte monstrueux. Mais quelle version est la plus proche de la vérité? La réponse réside probablement quelque part au milieu. Les criminels ont été guidés par de nombreux facteurs qui ont mené à cette terrible tragédie. Mais qu'est-il advenu de ceux qui ont survécu à ce cauchemar? De la famille de Junko, de ses amis, des gens qui la connaissaient et l'aimaient? Les parents de Junko, sans aucun doute, sont restés inconsolables. Ils ont perdu leur fille, leur espoir, leur joie. Leurs cœurs furent frappés d'une douleur et d'une souffrance insupportables. Ils allèrent traverser un long et pénible processus de funérailles, de procédures judiciaires, de harcèlement de la part de la société. Ils vécurent 39 longs jours de désespoir. Ils passèrent d'innombrables nuits blanches. Ils étaient condamnés à porter ce deuil toute leur vie. Les amis de Junko furent confrontés au choc et à une perte irréparable. Ils avaient perdu non seulement un ami, non seulement une amie, mais aussi une part d'eux-mêmes, une personne qu'ils aimaient et respectaient profondément. Ils durent accepter une cruelle réalité. Junko n'était plus. Ils devaient se résigner au fait qu'elle était partie pour toujours. Ils devaient vivre avec cette douleur insoutenable, tourmentés par les souvenirs qu'elle laissait. La société, secouée par ce crime monstrueux, resta figée, stupéfaite. Les personnes qui connaissaient Junko furent profondément choquées, indignées et bouleversées. Elles ne pouvaient comprendre comment cela avait pu arriver, comment la cruauté avait pu atteindre de tels sommets. Des sentiments de culpabilité et de honte s'installèrent dans leur cœur, pesant lourdement sur leurs épaules. L'impact de cette tragédie sur la société japonaise fut colossal, laissant une cicatrice profonde et ineffaçable. Elle força les gens à réfléchir profondément aux valeurs éternelles, à la fragilité de la morale et à l'éducation des jeunes générations. Cette histoire rappela une amère vérité. La violence est le mal absolu, qu'il faut éradiquer à tout prix. L'affaire Junko Furuta devint un terrible rappel que le mal rôde à nos côtés, capable de se cacher sous le masque de l'ordinaire, sous le voile du quotidien. C'est une dure leçon, appelant à la vigilance, à une lutte incessante contre la violence dans toutes ses manifestations odieuses. Et peut-être, le plus important dans cette histoire monstrueuse est que le nom de Junko Furuta ne doit pas être oublié. Son nom devrait être gravé dans notre mémoire en lettres d'or, comme un symbole d'un courage incroyable, d'une résilience inébranlable et d'un espoir inépuisable. Son histoire tragique doit devenir une leçon sévère, mais nécessaire pour chacun de nous, une leçon selon laquelle l'humanité doit vaincre la cruauté animale. Mais au final, qu'en est-il? 4 adolescents qui ont brisé la vie d'une jeune fille innocente ont subi une punition formelle. Mais peut-on appeler cela une véritable rétribution? Cet acte pourra-t-il un jour expier le mal qu'ils ont commis? Parviendront-ils un jour à comprendre tout l'enfer qu'ils ont créé eux-mêmes? Et pourrons-nous, nous qui connaissons cette histoire glaciale, comprendre un jour pleinement toute l'horreur inimaginable que Junko Furuta a dû endurer? Cette tragédie restera-t-elle à jamais une blessure béante dans les annales de l'humanité? Un rappel de la cruauté sans limite et de la fragilité de la vie humaine?